Compte rendu de la 33e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 28 février 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 33e réunion ordinaire du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. Et 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De l'audience qu'il a accordée au procureur de la Cour pénale internationale. Le président de la République est revenu sur l'audience qu'il a accordée au procureur de la Cour pénale internationale en visite à Kinshasa. Cette rencontre s'est tenue dans un contexte particulièrement alarmant, marqué par l'intensification des violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Nos compatriotes y subissent de massacres et d'autres crimes internationaux d'une gravité inacceptable, perpétrés par des éléments de l'armée rwandaise et des supplétifs terroristes du M23. Des actes barbares qui menacent non seulement les droits fondamentaux de notre peuple, mais aussi la paix et la stabilité de notre pays. À cette occasion, le procureur de la Cour pénale internationale a lancé un appel à témoins sur les dites atrocités dans les zones sous occupation pour que tous ceux qui ont des preuves des crimes de génocide, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité les envoient sur le site de la Cour pénale internationale pour permettre de renforcer la documentation des multiples violations de droits humains et d'assurer que les auteurs de ces crimes soient poursuivis en justice. Il nous revient de lancer une forte mobilisation à ces sujets pour faire en sorte que ces atrocités ne restent pas impunies et que la voix de notre peuple soit entendue. Dans ce cadre, le président de la République a engagé le gouvernement, en particulier le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, à sensibiliser les personnes témoins ou victimes de crimes en question, à travers notamment les gouverneurs de province, les acteurs de la société civile, les organisations non gouvernementales, ainsi que tous les citoyens vivant dans les provinces affectées. Au deuxième point du Conseil de ministres de ce jour, relatif à la nécessité de préserver les intérêts de l'État. Le président de la République est également revenu sur la récente réunion qu'il a tenue avec les membres de l'Union sacrée le samedi 22 février 2025, au cours de la réunion où il a annoncé un remaniement à venir en envisageant un gouvernement d'union nationale et une restructuration de la direction de l'Union sacrée de la nation. Dans cette perspective, il avait chargé son conseil spécial en matière de sécurité d'entamer les consultations nécessaires avec la classe politique, la société civile et les autres forces vives afin de dégager un large consensus pour y parvenir. Le président de la République a souligné que ce gouvernement aura pour mission de faire front contre les agressions dont notre pays est victime, en particulier de la part du Rwanda, qui cherche à occuper notre territoire et à piller nos ressources naturelles au détriment du peuple congolais, seul légitime bénéficiaire. Toutefois, il a précisé que cette annonce ne signifie pas la démission formelle du gouvernement actuel. Les institutions doivent continuer de fonctionner normalement, comme il a rappelé lors de la 32e réunion du Conseil de ministres tenue le 21 février 2025. Dans cette période charnière, le président de la République a appelé l'ensemble de membres du gouvernement à faire preuve de responsabilité. Il leur a strictement interdit d'engager des actions allant à l'encontre des intérêts de la République. Le président de la République a donc engagé la première ministre ainsi que son directeur de cabinet à prendre des dispositions qui s'imposent pour que chaque membre du gouvernement continue à exercer ses fonctions avec rigueur et responsabilité dans la stricte observance de lois et règlements pour assurer la bonne marche du service public et garantir les intérêts de la République. Des actes auxquels le président de la République a fait mention concernent notamment les actes de cession, de transfert ou d'aliénation d'actifs de l'État, la signature précipitée d'arrêtés en cascade, l'engagement, la liquidation et les paiements inopinés des dépenses publiques, les recrutements, la nomination, la promotion
désordonnée de personnel dans les entreprises du portefeuille de l'État, les établissements publics et autres structures étatiques. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement a fait la restitution de la mission qu'elle a effectuée du 22 au 26 février 2025 à Genève, où elle a participé au segment de haut niveau de la 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Elle y a présenté la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de notre pays à la suite de l'agression de l'armée rwandaise. Elle a réaffirmé l'engagement pris par le gouvernement de faciliter le travail de la commission d'enquête indépendante mise en place pour documenter les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, conformément à la résolution adoptée le 7 février 2025 par tous les 47 États membres. À ce titre, la Première ministre a salué la visite dans notre pays du procureur de la Cour pénale internationale dans le cadre de l'ouverture d'une enquête sur les exactions commises dans les deux provinces du Kivu, les deux concourant à l'établissement de la justice. Elle a aussi informé le Conseil qu'en marge de sa mission, elle a pris part à plusieurs rencontres bilatérales et multilatérales portant globalement sur les possibilités de soutien à nos populations victimes de l'agression. Des échanges ont également été fructueux avec des institutions économiques comme l'Organisation mondiale du commerce, dont la directrice a sollicité le renforcement de l'équipe de la RDC à la représentation permanente à Genève pour assurer un bon suivi des questions traitées au sein de cette organisation. Et comme de coutume, à chaque fois qu'elle effectue des missions à l'étranger, elle a eu l'occasion d'échanger dès les premiers jours avec la communauté congolaise vivant en Suisse sur les enjeux de l'heure et sur leurs diverses préoccupations. Sur un autre chapitre, elle a attiré l'attention de tous les membres du gouvernement sur l'obligation de respecter scrupuleusement la législation en matière financière et budgétaire au regard de tous les instruments juridiques, en particulier pour ce qui concerne le budget, de présenter les modalités pratiques ainsi que les formulaires permettant aux membres du gouvernement d'obtenir les 10 avis. Enfin, la Première ministre a de nouveau appelé à la responsabilité de tous les membres du gouvernement sur la nécessité face aux enjeux actuels de fournir davantage d'efforts dans l'accomplissement de leurs devoirs et dans la réalisation des missions qui leur ont été assignées. Les défis qui se dressent devant nous doivent nous interpeller, nous inciter à redoubler d'ardeur dans l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement qui émane de la vision du président de la République, chef de l'État, notamment en matière de sécurité, d'infrastructure, d'amélioration du pouvoir d'achat de la population. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté l'état et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par la condamnation et l'indignation populaire à la suite de la propension à la hausse et grave des crimes et graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les zones sous occupation rwandaise, particulièrement à Goma et à Bukavu. Sur le plan sécuritaire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est revenu sur l'explosion d'un engin faisant plusieurs victimes lors du meeting forcé des occupants à la place de l'Indépendance. C'est jeudi 27 février 2025 à Bukavu, Sud Kivu, un acte criminel portant la signature de RDF M23, des cas de tueries, d'assassinats ciblés, des viols, l'enrôlement forcé des écoliers dans les écoles et des cadres d'entreprises publiques dans le Nord Kivu, lancement à Kinshasa de la vulgarisation de textes légaux sur la création, l'organisation et le fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Sur un autre registre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé les conseils des avancées significatives dans l'opération Ndobo, de la situation aux frontières, principalement entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Sur ces mêmes chapitres, il a été complété par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui a fait le point au Conseil de la situation opérationnelle et sécuritaire, principalement dans l'est de la République démocratique du Congo. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a présenté la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Il s'est apaisanti sur les cas de provinces qui sont victimes de l'agression rwandaise. Au Nord Kivu, du 23 au 26 février 2025, il a été enregistré 19 nouveaux cas de blessés par balle, 23 personnes tuées et plusieurs personnes brûlées la nuit du 25 au 26 février 2025
dans la zone de santé de Karisimbi à cheval avec les Nyiragongo, dont les nombres est non encore déterminés. Du 17 au 26 janvier 2025, 85 nouvelles admissions des blessés avec plaies balistiques ont été enregistrées dans les formations sanitaires de Goma, ramenant le cumul à 5 487 blessés et aucun nouveau décès intra-hospitalier n'a été signalé au cours de cette période. Depuis le début de l'année 2025, le cumul des blessés est de 7 776, celui des décès intra-hospitaliers est de 1568 et des corps inhumés est d'environ 8500. En ce qui concerne le Mpox, il a été enregistré au cours de cette semaine 65 cas suspects, dont 44 temps confirmés et un décès. Du début de l'année 2025 jusqu'à la 7e semaine épidémiologique, les cumuls est de 6 414 cas suspects, dont 1554 cas confirmés et 5 décès. Au Sud Kivu, lors du meeting des occupants M23 RDF, le jeudi 27 février 2025, à la place de l'Indépendance à Bukavu, il y a eu une détonation de 2 bombes qui ont été suivies de coups de feu et qui ont entraîné les décès de 16 personnes, 15 corps sans vie admis à la morgue de l'hôpital provincial de Bukavu et 1 aux cliniques universitaires de Bukavu, et 95 blessés, soit 68 blessés, acheminés à l'hôpital provincial de Bukavu, 16 aux cliniques universitaires de Bukavu et 1 à la fondation Pandi. Jusqu'au 27 février 2025, la ville de Bukavu a enregistré plus de 1130 blessés, plus de 29 décès dans les établissements de soins et 16 personnes décédées lors du meeting. Entre le vendredi 14 et le mercredi 26 février 2025, l'hôpital général de référence d'Uvira a admis plus de 179 blessés et 150 décès. Les centres Mpox ont été vidés de leurs malades qui étaient estimés à plus de 100 à Bukavu et plus de 587 cas actifs pour la province avant l'intrusion de rebelles. Par ailleurs, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a brossé le plan de reprise de la prise en charge sanitaire de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Cette prise en charge sanitaire gratuite concerne principalement les militaires en activité, les policiers, les réservistes et les blessés des guerres. Les ayants droit direct de ces catégories, la mise en place d'une organisation optimisée pour garantir la qualité des soins et la disponibilité des ressources essentielles. La phase initiale couvre 9 provinces avant une extension progressive à l'ensemble du territoire national. Il s'agit des Kinshasa, Sud Kivu, Nord Kivu, Okatanga, Chopo, Ituri, Otuele, Maniema et Tanganyika. État d'avancement de la campagne agricole 2024-2025. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture 2024-2025 à mi-parcours de la campagne agricole 2024-2025 dont les activités visent essentiellement l'amélioration de la production des principales cultures alimentaires, la consolidation des chaînes de valeurs agricoles au niveau national pour booster les revenus des agriculteurs et générer plus d'emplois formels et ou informels, et l'accroissement de l'offre en denrées alimentaires de première nécessité en vue du renforcement progressif de notre souveraineté alimentaire. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, a rappelé à l'intention du Conseil les objectifs poursuivis par cette campagne agricole, à savoir la sensibilisation et la mobilisation des acteurs et partenaires impliqués dans l'agriculture sur la pertinence d'accroître la productivité agricole et l'offre en denrées alimentaires de base, les déploiements et la mise à la disposition de chaque province des tracteurs et accessoires, des labours, des semences améliorées, des boutures de qualité, des fertilisants sous forme d'engrais minéraux, des outils, équipements agricoles et autres matériels aratoires ou d'arrosage auprès de coopératives, fondations, entreprises et entrepreneurs agricoles, exploitants familiaux en milieu rural, afin d'accroître la production des principales cultures alimentaires et de rente. Une commission interministérielle travaille de manière déterminée en vue de l'atteinte de ces objectifs à impact socio-économique. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Impact de la crise sécuritaire dans les provinces Nord et Sud Kivu sur l'éducation et les mesures prises. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a fait part au côté. 35 écoles ont été détruites, 45 écoles sans mobilier, les bancs ayant servi de bois de chauffe, 3 écoles occupées au Nord Kivu et 49 autres au Sud Kivu, 48 écoles servant d'abri aux personnes déplacées internes et une école a servi de cimetière. Les rapports soutiennent que la sécurité des enfants est compromise,
Certaines écoles sont transformées en bases militaires et des engins explosifs ont été signalés dans plusieurs autres établissements. Dans la ville de Goma, particulièrement préoccupante, la psychose collective empêche une reprise normale des cours. Des cas de recrutement forcé d'élèves par les groupes armés ont été rapportés. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a passé en revue toutes les mesures prises pour garantir la continuité de l'apprentissage et la protection des élèves, mais aussi des actions à entreprendre pour faire face à cette situation déplorable. Dans le cadre de la politique de Nouvelle Citoyenneté, elle a annoncé la campagne de sensibilisation à la citoyenneté active pour renforcer la mobilisation communautaire en faveur notamment du droit à l'éducation et de la protection des écoles contre toute forme de violence. Cette initiative vise à responsabiliser les communautés face aux enjeux de l'éducation en période de crise et à promouvoir la résilience face aux défis actuels. Par ailleurs, elle a rassuré que son ministère poursuit ses efforts pour assurer la continuité de l'apprentissage malgré les défis sécuritaires. Une réponse concertée et renforcée va garantir un accès sûr et durable à l'éducation, d'où la nécessité pour l'ensemble du gouvernement et les partenaires internationaux de se mobiliser afin de soutenir les actions en cours et prévenir le fondement du système éducatif dans ces zones insécurisées. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Réhabilitation de groupes G23, G24 et G26 de la centrale hydroélectrique d'Inga. Consécutivement à la décision du Conseil des ministres du vendredi 21 février 2025, relative au démarrage effectif du projet de réhabilitation par la société China National Electric Engineering Company des groupes G23, G24 et G26 de la centrale hydroélectrique d'Inga, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a fait les points du processus en cours et donné des indications sur la suite des démarches. Il a rappelé que l'ordonnance présidentielle du 26 mars 2020 avait revu l'étendue des travaux confiés à la société chinoise en attribuant que le groupe G23, G25 et G26. En août 2022, un avenant a été signé entre la SNEL SA et la firme chinoise remplaçant le groupe G25 par le groupe G24, car le G25 est en cours de réhabilitation par Ivanhoe. Le 22 décembre 2023, un nouvel accord de prêt a été signé avec le ministère des Finances, couvrant ainsi la réhabilitation du groupe G23, G24 et G26. Par conséquent, pour permettre le démarrage effectif des travaux, la modification de l'ordonnance présidentielle numéro 20/015 est nécessaire afin de prendre en compte la nouvelle configuration du projet G23, G24 et G26 et la convention des crédits du 22 décembre 2023. Par ailleurs, pour les contrôles et la surveillance de l'exécution de ces travaux de réhabilitation, compte tenu de l'urgence, le ministère des Ressources hydrauliques et électricité procédera au recrutement par entente directe d'un ingénieur conseil pour l'assister dans la supervision de ce projet. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Mise en œuvre de contrats de partenariat public-privé entre l'Institut géographique du Congo et la société Sokeriko. Le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique a présenté au Conseil une note d'information relative aux conditions de la mise en œuvre du contrat de partenariat public et privé entre l'Institut géographique du Congo IGC et la société Sokeriko. Le contrat susdit a pour objet la construction des 2 immeubles pour le compte de l'Institut géographique du Congo sur la parcelle de terre située au numéro 160 boulevard du 30 juin et au croisement des avenues Kisangani et Justice dans la commune de Lagombe. En contrepartie de ces constructions devant tout être la propriété d'un institut géographique national, un bail amphithéotique de 25 ans renouvelable d'une fois a été concédé à la société sur le complexe commercial ainsi que sur le revenu issu de l'exploitation du dit immeuble. Cependant, il a été observé qu'il n'y a pas dans le contrat une précision suffisante des périmètres cédés en bail amphithéotique à Sokeriko et les périmètres conservés à l'Institut géographique du Congo. Dès lors, il apparaît la nécessité de relire le cahier de charges pour pouvoir éponger les conditions non remplies avant la continuation de la mise en œuvre de ces contrats. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Situation de la liberté de la presse dans les zones sous occupation. Prenant la parole, le ministre de la Communication et Médias a fait part au Conseil de la situation de la liberté de la presse dans les zones sous contrôle rwandais, caractérisées par les atteintes à la liberté de la presse et au droit à l'information. Il a rappelé
que les avancées notables enregistrées en matière de la liberté de la presse ces dernières années en République démocratique du Congo, notamment la réforme législative couplée à d'autres actions, ont permis d'améliorer les classements du pays dans l'indice mondial de la liberté d'expression publié par Reporters sans frontières, témoignant des efforts du gouvernement pour garantir un environnement médiatique libre et sécurisé. Cependant, les événements récents dans l'est de notre pays marqués par l'occupation rwandaise de quelques territoires d'abord en 2024, ensuite des villes de Goma et Bukavu en janvier et février 2025, constituent une menace directe pour ces avancées. Les violations de la liberté de la presse et de l'information y sont devenues systématiques, plongeant les journalistes et les médias dans une situation de musellement, de précarité et d'insécurité alarmante. Le climat répressif instauré par cette occupation militaire est marqué par une stratégie délibérée de contrôle de l'information, de désinformation et des manipulations des faits, visant à réduire au silence toute voix indépendante et à empêcher la population de recevoir une information fiable et impartiale. Face à cette situation alarmante, il a rassuré le gouvernement que les organisations professionnelles des médias, en collaboration avec la société civile, les partenaires nationaux et internationaux, ont mis en place des mécanismes de documentation des violations et prévoient des actions de riposte. De son côté, le ministère de la Communication a pris des dispositions spécifiques pour poursuivre le travail de documentation des violations subies par des journalistes et les médias. Cette démarche aboutira à un rapport consolidé qui sera présenté au gouvernement en vue d'engager des actions judiciaires, diplomatiques et médiatiques contre les auteurs de ces atteintes, et une liste de recommandations a été dressée à l'intention des membres du Conseil. Un atelier est projeté à ces propos pour sensibiliser davantage les journalistes sur la sécurité et sur le processus en cours en République démocratique du Congo. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Lancement de la session des formations ambulatoires en faveur des dépendants des militaires et policiers. Le ministre de la Formation professionnelle a informé le Conseil du lancement de la session des formations ambulatoires en faveur des dépendants des militaires et policiers. En effet, faisant suite à l'instruction du président de la République lors de la 32e réunion du Conseil des ministres du 21 février 2025, en rapport avec l'encadrement des enfants épouses de militaires et leurs dépendants, il a rapporté avoir lancé la session des formations gratuites ambulatoires de 5000 apprenants, parmi lesquels 1500 enfants des policiers et militaires. Dénommée camp de formation professionnelle, la dite formation ambulatoire se déroulera une partie dans les camps militaires et des policiers et une autre partie dans quelques centres publics des formations professionnelles de la ville-province de Kinshasa. Dans un premier temps, elle pourra ensuite être étendue plus tard sur l'ensemble du territoire national. Les filières concernées par cette formation sont entre autres l'informatique, la réparation des téléphones, les bâtiments et génie civil, la construction métallique, l'hôtellerie, la restauration, la mécanique automobile, la soudure, l'électricité, le froid, la climatisation et autres. Le Conseil a aussi pris acte de cette note d'information. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Les membres du Conseil ont approuvé les relevés des décisions prises lors de la 32e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 21 février 2025. Examen et adoption de 2 dossiers. Le premier, relevant du ministère du Budget. Le ministre d'État, ministre du Budget, a présenté au Conseil le rapport relatif aux modalités opérationnelles sur l'augmentation des soldes et primes des militaires et policiers, l'amélioration de leur sécurité sociale et l'amélioration des conditions de vie de leurs dépendants. Faisant suite à cette instruction du président de la République, il a soumis les différentes simulations élaborées par les experts du gouvernement en vue d'atteindre les objectifs poursuivis, notamment les doublements de la paye, les rajouts d'une prime spéciale de combat avec effet immédiat. Les modalités d'exécution de ces dépenses publiques ont été également présentées. Ces mesures devraient s'inscrire dans le cadre de la mise en œuvre effective de la loi de programmation militaire qui a l'ambition d'apporter des réponses structurelles aux problèmes sociaux concernés. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Processus de recrutement compétitif et méritocratique pour les mandataires des entreprises et établissements publics. Le ministre du portefeuille a soumis au Conseil pour examen et adoption les dossiers relatifs à la liste des entreprises et établissements publics
dont les choix des mandataires se fera sur base d'un processus de recrutement compétitif et méritocratique. Rappelons que le 30 août 2024, le Conseil des ministres avait adopté les dossiers relatifs au profil de mandataires publics appelés à siéger dans les organes de gouvernance des entreprises et établissements publics, particulièrement au sein du conseil d'administration et de la direction générale. Le ministre du portefeuille a signalé que ces profils est déjà pris en charge par des décrets publiés au journal officiel depuis le 19 novembre 2024. Pour la bonne exécution des 10 décrets, le gouvernement a instruit le ministre du portefeuille de procéder à la sélection des entreprises pilotes devant expérimenter ces dispositions fait l'objet des recommandations des États généraux des entreprises du portefeuille en décembre 2024. Des échanges ont eu lieu sur la démarche à mettre en place pour procéder à une sélection progressive des entreprises publiques et établissements publics pilotes en vue d'insuffler une dynamique nouvelle et qualitative dans l'amélioration de leur gouvernance et de leur performance. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Examen et adoption d'un texte. Le ministre d'État, ministre de la Justice, représenté par le vice-ministre, a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant effet le 8 mars 2025. Après débat et délibération, ce projet de texte a été adopté. Avant de clôturer la réunion du Conseil des ministres de ce jour, le président de la République a redit ces mots de solidarité à nos populations du Nord et du Sud Kivu. Tout est mis en place à son niveau pour que nos populations de cette partie du pays puissent être libérées des mains des occupants. Commencée à 14h57, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 20h05. Je vous remercie.